Oui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par ESA Alumni. Nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui autour d'un thème du droit aux enjeux de l'entreprise, sortir des parcours linéaires. On présente souvent le parcours professionnel comme une ligne droite, donc diplôme à métier, puis une carrière construite dans le même domaine. Pourtant, les trajectoires les plus riches sont parfois celles qui évoluent, se complètent et s'ouvrent à de nouvelles disciplines. Donc, pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Habib Marwan Hadjbekouch, alumni ESA, spécialisé marketing, promotion 14 et avocat depuis plus de 10 ans. À partir de son expérience, Habib nous montrera comment le droit pour constituer un socle solide, enrichi par des compétences en management, marketing et communication, afin de mieux comprendre ces enjeux globaux de l'entreprise, de construire un positionnement professionnel singulier. Merci beaucoup, Habib, d'avoir accepté notre invitation et de partager ton expérience avec la communauté ESALUNI. Comme d'habitude, nos échanges seront interactifs, donc n'hésitez pas à intervenir à tout moment, poser vos questions sur le chat, vous demandez tout simplement la parole. Donc, sans plus attendre, Habib, je te laisse la parole. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur pour moi que de me retrouver en présence des ESAtiens, des alumni de l'ESA et aussi des amoureux de l'ESA et des sympathisants de l'ESA. Donc ça a toujours été mon rêve finalement que d'appartenir à l'ESA, et donc on y appartient non pas seulement en tant qu'étudiant, mais on y appartient finalement ad vitam aeternam. Donc déjà, je vous remercie pour ça. Alors, juste aussi une petite précision pour ce qui est de mon parcours. Oui, effectivement, je suis avocat depuis plus de 10 ans. Néanmoins, j'ai fait plein d'autres choses en parallèle, ce qui est en lien principalement avec mes études à l'ESA aussi. C'est le fait d'avoir été chargé des relations publiques à l'Association algérienne de la protection du consommateur. Donc, c'est ce qui m'a permis, en fait, déjà, je vais raconter ça tout au long du webinaire, mais en fait, ce qu'il faudra préciser, c'est que c'est le fait d'avoir appartenu à une association qui m'a amené à aller vers un parcours qui est finalement transversal. Et c'est ça ce que je voudrais expliquer. Pour commencer, en fait, il y a finalement en Algérie, peut-être partout dans le monde, mais particulièrement en Algérie, il y a une tendance que de vouloir se restreindre à une formation, donc la formation initiale. Et on a toujours tendance à croire que c'est toujours la formation initiale qui va faire votre avenir. Euh, Ça peut être vrai dans un sens, mais pour aller plus loin et pour ouvrir un petit peu plus son esprit, euh, ce n'est qu'une partie de la vérité. C'est vrai qu'en fait, une formation, c'est une accumulation d'apprentissage, mais il ne faut pas se restreindre à une formation initiale. Moi, pour vous dire, quand j'ai commencé à faire mes études, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai eu un bac sciences, donc j'étais prédestiné à faire une formation scientifique, mais ce n'était pas mes ambitions de l'époque. Encore moins aujourd'hui, puisque je suis dans autre chose, c'est ce qu'on va expliquer. Moi, à la base, quand j'ai voulu faire des études universitaires, je voulais effectivement faire du juridique. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes objectifs principaux au départ, c'était d'être un avocat pénaliste. Donc c'est très loin de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mon rêve, c'était de ressembler à un avocat qui était ma source d'inspiration, c'était Jacques Vergès. Je pense que tous ceux qui connaissent plus ou moins la profession le connaissent. C'était un avocat pénaliste hors pair qui a fait partie de l'histoire de l'Algérie et qui a été l'avocat puis l'époux de Jamila Bouherd. Donc, quand j'ai découvert ce personnage historique, j'ai véritablement voulu faire comme lui. Donc, j'ai décidé de faire avocat et donc faire des études de droit. Et peu à peu, je me suis rendu compte que oui, c'était ce que je voulais faire au départ, mais ça ne me ressemblait pas plus que ça. Et donc, c'est là où j'ai commencé à vouloir comprendre ce qu'il y avait autour. Alors oui, j'ai fait des études de droit, mais est-ce que faire du droit veut dire forcément faire avocat seulement, ou faire magistrat, faire huissier, faire notaire, ou c'est beaucoup plus large que ça? Donc, d'où l'intérêt de ce webinaire pour expliquer que on peut faire une formation initiale. Mon cas, c'était le droit, mais aller vers autre chose par la suite. Ce qui a été mon cas, c'est de faire de la gestion, donc des sciences de gestion et du coup marketing. Pourquoi parler de parcours non linéaire? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense
qu'il ne faut pas choisir un chemin tracé. Il faut laisser à la vie vous tracer finalement votre chemin. Alors oui, effectivement, il y a une décision personnelle qui doit être prise, mais en fait, je pense aujourd'hui, et c'est ce qui devrait être dit aux étudiants, aux apprenants de manière générale, c'est qu'il ne faut pas laisser finalement le choix de départ vous tracer votre vie. Aujourd'hui, on parle de reconversion. C'est la preuve que l'être humain cherche à faire autre chose que ce qu'il a fait initialement. Mais je pense, à mon sens, que la reconversion devrait être revue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu une phase où on parlait des reconversions, des personnes qui commençaient à faire, je ne sais pas moi, médecine et puis se retrouvaient à faire de la gestion. D'autres faisaient médecine aussi, se retrouvaient à faire coach pour développement personnel. D'autres faisaient, par exemple, de la finance, se retrouvent à faire du marketing. Donc, c'est ce qu'on appelle plus globalement une reconversion. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à autre chose. Reconversion ne veut pas dire lâcher ou faire une rupture avec ses formations initiales. Il faut aujourd'hui penser à avoir un parcours plus transversal et je pense que c'est l'avenir du monde de l'entreprise et du monde de la société de manière générale. Alors, mon parcours, donc d'une formation juridique à une vision plus large. Alors, effectivement, moi, quand j'ai commencé à faire des études de droit, donc c'était à l'époque le bac+4, donc la licence classique, et je me suis retrouvé à faire du pur droit. Alors, le pur droit, pour ceux qui ne savent pas, c'est, contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas que du théorique, mais c'est véritablement du lourd. C'est une accumulation de matières qui vont façonner votre raisonnement. Et quand on est juriste, c'est véritablement un raisonnement à part. C'est tout comme toute autre discipline. Quand on est, par exemple, ingénieur, ça façonne notre manière de voir les choses. Quand on est juriste aussi, parce que le juriste est là pour avoir une certaine logique dans son raisonnement qui est particulière. C'est la raison pour laquelle parfois on a tendance à se dire que les juristes ne s'entendent pas avec d'autres disciplines. On a l'impression qu'ils sont là pour mettre un frein dans le fonctionnement d'une société et donc d'une entreprise plus particulièrement. Mais c'est en raison de la formation que l'on a en droit. Parce que quand on fait du droit, alors on dit que le plus peureux d'entre les gens dans la société, c'est le juriste. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien ce qui va se faire après, ce qui va l'attendre après. Donc en général, on est toujours craintif et donc, du coup, on a toujours tendance à avoir le pire et donc à restreindre finalement, plutôt casser un petit peu l'élan de l'entrepreneur ou casser l'élan finalement de tout un chacun dans sa vie. Donc c'est ça. Au final, j'étais dans ce raisonnement juridique qui était que de savoir ce qu'on avait droit de faire, ce qu'on n'avait pas droit de faire, et quelles étaient la solution finalement dans le cas où on enfreint la loi pour revenir finalement au droit chemin, et aussi dans l'autre sens, quand on atteint nos droits, qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer donc son droit à travers donc l'institution judiciaire. Finalement, c'est ça le raisonnement juridique. Mais ce qui a fait la particularité de mon parcours, c'est qu'en dehors de la faculté de droit, j'ai fait aussi beaucoup d'associatifs. Beaucoup d'associatifs et aussi j'avais pas mal de fréquentation en dehors de la faculté de droit. Donc c'était des médecins, c'était des gens qui avaient fait de la gestion, des gens qui avaient fait ingénierat, ce qui m'a permis au bout d'un moment de revoir ma façon de penser. Alors, pourquoi une vision plus large? Je me rappelle, alors j'étais en 5e année de droit. Alors, quand je dis 5e année, c'est parce qu'après la licence, ce qu'on fait aussi, c'est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour ceux qui veulent faire avocat. Donc, au moment où je faisais mon certificat d'aptitude à la profession d'avocat, je fréquentais alors un alumni de l'ESA qui est Nassim Yahi. Alors, Nassim Yahi qui a fait marketing aussi et qui m'a dit, pourquoi tu n'essaies pas de faire autre chose? Et je lui dis, faire quoi? Moi, ce que j'aime, c'est le droit, et moi, ce que je veux, c'est être Jacques Vergès, et puis voilà. Et il me dit, non, mais essaye de voir plus large. Je lui dis, comment? Il me dit, bah, écoute, moi, je passe mon concours pour mon examen pour entrer à l'ESA, et essaye de voir ce que c'est. Je t'invite à venir. Et donc, j'ai commencé à discuter avec lui de plus en plus sur ça. Alors, je faisais, mais je révisais pour mes cours de droit. C'était à la BN, donc le Hamma pour ceux qui connaissent. Donc, c'était à la BN, je révisais mes cours de droit et puis il était à côté. Et je lui demandais ce que c'était, ce qu'il faisait en fait. Il me parlait de Taj Mahal. Alors,
Pour moi, c'était de l'abstrait, le Taj Mahal, c'était des exercices qu'on faisait, mais sans plus. J'avais pas vu plus loin que ça. Et donc, en révisant, j'essayais de voir un petit peu ce qu'il faisait et ça commençait à m'intéresser. C'est là où j'ai compris que oui, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant de faire autre chose que ce que je fais initialement, donc le droit. Donc, j'ai essayé de voir un petit peu ce qu'était le monde de la gestion. Et à l'époque, j'avais essayé de commencer à voir donc sur YouTube, sur Internet de manière générale, j'essayais de voir des chaînes aussi spécialisées dans le monde de la gestion. Et je me suis dit finalement, oui, j'ai fait droit, mais je pourrais m'intéresser à autre chose. Et donc aux sciences de la gestion. Pourquoi? Parce que c'est intimement lié finalement. Moi, je vois que l'aspect purement juridique, mais je pourrais aussi voir autre chose en parallèle. Donc, qu'est-ce qui pourrait être en corrélation avec le droit et faire de ça une discipline plus homogène, mais à mon sens, selon mon propre parcours et ma formation, donc ce que j'aime faire. Donc, le déclic. Alors, j'avais commencé à fréquenter Nassim Merhi, il m'avait expliqué ce que c'était, les sciences de gestion, l'ESA. Alors, il m'a vendu l'ESA, hein, donc c'était déjà un excellent marketeur avant d'y accéder. Je ne sais pas ce qu'il devient aujourd'hui, mais je le salue si un jour il tombe sur cette vidéo. Et donc, ça m'avait intéressé, j'avais cherché à comprendre. En parallèle, je pense que c'était juste après, oui, juste après mon dernier examen de la fac de droit, j'avais vu à la télé le président de l'Association nationale de la protection du consommateur. Et ça m'avait intéressé parce que je me suis dit, ah tiens, ça parle de droit du consommateur, mais en analysant ce qu'il disait, il analyse lui-même le marché et il analyse le consommateur. Bah, très bien, je vais essayer de voir ce monsieur. Donc je l'ai appelé sur Facebook et il m'avait invité à venir chez lui. Et puis, quand je suis allé le voir dans son bureau, il m'a dit, ben écoute, tu es parmi nous, tu intègres Apos. Je lui dis, bon, intégrer comment? Il m'a dit, bah écoute, tu fais partie de l'association, tu paies ta cotisation, tu es avec nous, et je te laisse découvrir ce que c'est que la protection du consommateur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est l'association algérienne, la protection du consommateur et de son environnement. Et donc, on étudie l'environnement du consommateur. Et puis, bon, je lui dis, bon, d'accord, j'avais payé ma cotisation, ok, c'est bon, je suis devenu Apos. Le soir, il m'appelle, il me dit, salut Marouane, demain tu as une émission. Une émission? Oui, oui, une émission télé. Je dis, mais écoute, je sais pas, moi, qu'est-ce que c'est que ça, une émission? Ben écoute, tu vas parler du consommateur. Je dis, mais écoute, mais moi, je m'y connais en rien. Il me dit, si, tu vas faire une émission. Bon. Je lui dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Il me dit, ben écoute, tu es libre. Voilà, donc j'ai oublié le thème, à vrai dire, mais voilà le thème, voilà les limites à ne pas dépasser. J'ai discuté avec toi, je connais un petit peu ton raisonnement maintenant, et puis tu es libre, tu fais l'émission. Et là, en fait, c'était un sujet lié au consommateur, au droit du consommateur. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, que quand on est dans la protection du consommateur, on s'intéresse à autre chose que le droit. C'est-à-dire, oui, il y a le droit du consommateur. Exemple tout bête, commerce électronique. Bon, ce n'était pas le cas à l'époque, ça n'existait pas à l'époque. Commerce électronique. Donc, commerce électronique, donc c'est un droit, en fait. Le droit du consommateur à avoir son produit, il paye en retour. Il y a aussi le droit du commerçant, donc du e-commerçant. Mais il y a aussi autour le comportement, la vision du consommateur et la vision du commerçant. Et donc, j'avais toute la soirée fait des recherches sur ça. Et je me suis dit, ah tiens, donc en dehors de la vision purement juridique, il y a aussi l'aspect comportemental, aussi bien du commerçant que du consommateur. Donc, j'avais fait des recherches sur ça. Le lendemain, je me suis retrouvé à la télé à discuter de ça. Et je me suis dit finalement, ah, c'est ça ce que j'ai envie de faire. C'est la protection du consommateur, le droit du consommateur, mais aussi la vision globale du consommateur, de la consommation. Et donc, c'est là où ça m'a mené vers le marketing. Donc, finalement, le déclic de ma vie, c'était ce jour-là où j'ai intégré l'association de protection du consommateur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, j'avais une formation initiale qui était le juridique. Ce que je voulais devenir, c'était avocat pénaliste. Je me suis retrouvé au fil des années à aimer autre chose, qui était le droit du consommateur, le comportement du consommateur. Donc, je pense que c'était finalement une introduction pour les uns. Et là, je me suis retrouvé finalement à passer le Taj Mahal, le fameux Taj Mahal. Alors, ce qui est important dans cette phase-là, c'est quand j'ai fait le Taj Mahal. Alors, imaginez quelqu'un qui a fait du droit pendant 4 ans, à n'étudier que le droit,
Alors, zéro calcul à part le mérat, donc c'est l'héritage, où il y a le calcul. Mais en dehors de ça, c'était zéro calcul. Alors, je ne parle pas des formations juridiques à l'étranger, je parle de la formation juridique en Algérie. Donc, ce sont deux choses peut-être distinctes. Je ne sais pas comment ça fonctionne ailleurs. Mais en tout cas, en Algérie, quand on fait du droit, on est loin des calculs. On est véritablement plus dans le raisonnement. C'est véritablement des sciences humaines au sens dur du terme. Donc, je me suis retrouvé à faire des exercices de Taj-Mahal, ce qui a été très compliqué parce que depuis le bac, c'est-à-dire depuis 2008 jusqu'en 2013-14, je me suis retrouvé à faire autre chose. Et là, c'était véritablement un choc pour moi parce qu'il avait fallu me retravailler ma mémoire sur le mutataliat, sur finalement les mathématiques, la physique et tout ça. C'était devenu plus ou moins du flou pour moi. Et ça m'a permis finalement de retravailler ça durant donc la préparation, donc la révision pour le Taj Mahal. Et là, en fait, c'est très important parce que je suis sorti de ma zone de confort, ce que j'aurais pu ne pas avoir, ne pas faire, continuer dans le pur juridique. Ça m'a permis de ressortir de ma zone de confort et de faire autre chose qui était le Taj Mahal. J'ai passé le Taj Mahal et puis après, il y a eu un entretien. Donc l'entretien, alors si je me rappelle bien, il y avait Madame Akroun, il y avait Monsieur Alain Chevalier, et il y avait un professeur qui faisait, alors j'ai oublié, c'était stats en tout cas. Je ne l'ai pas eu par la suite comme prof, donc je ne m'en rappelle pas. Mais j'ai eu Monsieur Alain Chevalier, j'ai eu Madame Macron. Et est venue la discussion entre eux et moi. Et on m'a dit, pourquoi est-ce que tu veux faire du management? Je leur ai expliqué. Je leur ai expliqué un petit peu mon parcours. Et puis là, Monsieur Alain Chevalier, il m'avait dit, alors écoute, Marouane, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons rarement eu en Algérie ce profil-là. Quelqu'un qui fait droit, qui veut faire du management, mais c'est pas pour sortir complètement du droit, c'est pour fusionner les deux. Il m'a dit, en fait, c'est très intéressant et tu pourrais être un profil atypique pour le monde de l'entreprise, pour le monde du travail de manière générale. Il m'a dit, alors, je te laisse réfléchir un peu plus, mais tu n'es pas obligé de faire que du marketing, que faire CCA ou finance. Tu peux élargir un peu plus et au bout de la deuxième année, tu vas finalement choisir. Donc finalement, c'était ça, le choix du master. Et quand j'ai été accepté à l'ESA, c'était mon deuxième succès après le bac. Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Rentrer à l'École supérieure algérienne des affaires, c'était véritablement une aubaine. Je me suis rendu compte au cours de ma formation à l'ESA, parce que pour ceux qui ne savent pas, alors l'ESA, il y a la première année, je parle du master, hein, je ne parle pas du bachelor, c'est venu après moi, donc je peux pas en dire plus. En tout cas, pour ce qui est du master. Quelqu'un qui a fait du droit va se retrouver à avoir un module de droit et le reste, c'est pas du droit. Quelqu'un qui a fait compta va se retrouver à avoir comptabilité analytique, va se retrouver à avoir raisonnement comptable, les normes IFRS, mais c'est pas que ça. Lors de la première année, on parle de stratégie, on parle de finance, on parle de marketing, on parle de... Alors, je vais vous donner un exemple, marketing interculturel, tout ça, c'est véritablement très large. Donc, ça m'a permis encore une fois de sortir de ma zone de confort. Alors, j'avais Madame Macron en droit, mais le reste, c'était pas du droit du tout. Et ce qui était bien lors de la première année, c'est qu'en fait, on va découvrir d'autres disciplines. Donc le marketing, la comptabilité, la finance. Alors c'était aussi la PNL par exemple, programmation neurolinguistique avec Monsieur Najib Mizzi. Alors c'était tout un monde pour moi qui sortait finalement de ma formation initiale. Et c'était aussi valable pour ceux qui avaient fait d'autres spécialités, même de gestion. Hein. C'est-à-dire j'avais des gens qui venaient avec moi qui étaient de l'Ebrahim, de différentes autres écoles et qui finalement disaient qu'à l'ESA en fait on allait découvrir autre chose que ce qu'on avait fait initialement et qui était peut-être pas théorique forcément, mais c'était véritablement concentré sur une trajectoire précise. Donc c'était déjà ça. La première année de l'ESA, ça m'a permis de comprendre que finalement, oui, il faut maîtriser son sujet initial, mais il faut aussi connaître tout ce qu'il y a autour du monde de l'entreprise, du monde du travail, pour finalement pouvoir, communiquer avec les autres et comprendre les enjeux. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde du travail, il a changé. Autrefois, on cherchait un marketeur pour faire du marketing. Donc, pour être terre à terre, pour vendre. On cherchait un juriste
parce qu'il fallait défendre les intérêts de l'entreprise au tribunal. Donc, on parlait essentiellement du contentieux. On cherche un comptable parce qu'il faut faire les bilans à la fin de l'année et il faut gérer toute la comptabilité de l'année et puis c'est tout. Mais aujourd'hui, je pense, en tout cas, c'est ce que j'ai vu en côtoyant des chefs d'entreprise, avec l'association notamment, en tant qu'avocat aujourd'hui, je me rends compte que finalement, l'entreprise, elle cherche autre chose. Ce qu'elle cherche, c'est quelqu'un, même si, oui, il est spécialisé dans un domaine précis, mais il faut aussi qu'il comprenne mon langage. Vous avez un directeur financier, quand il va parler à un marketeur, eh ben, il va chercher à ce que ce marketeur le comprenne, et vice-versa. S'il va parler à un juriste, il va s'attendre à ce que le juriste ne lui dise pas à la fin, non, ça c'est interdit, non, ça c'est possible. Il faut qu'il comprenne l'enjeu stratégique de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple tout simple. C'est qu'au final, je me suis retrouvé à discuter avec des chefs d'entreprise qui avaient une problématique à gérer, d'ordre de communication. En fait, ce qu'ils voulaient, eux, c'était pas leur citer l'article qui parle de la diffamation ou l'article qui va parler des droits de propriété intellectuelle. Ce qu'il cherchait, lui, c'était, OK, on te suit sur ton raisonnement juridique, mais qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, en tant que chef d'entreprise? Très bien, je vais éviter la justice, des contraintes judiciaires, mais au final, qu'est-ce que ça va m'apporter? Finalement, qu'est-ce que j'ai à gagner et qu'est-ce que j'ai à perdre? Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, le monde du travail, il a changé et il cherche, oui, des spécialistes en quelque chose, mais il cherche à ce que la personne qui soit à côté de lui ait finalement une vision transversale. Donc, une vision de tout ce qui peut tourner autour de l'entreprise pour pouvoir le conseiller réellement et être homogène avec l'équipe. Je donne un exemple aussi, une entreprise qui s'installe en Algérie. Alors, vous allez avoir un chef d'entreprise, ou un DG, un PDG, qui va venir gérer finalement les affaires de l'entreprise. Et il vous dit, voilà, moi, on a promis, donc le partenaire étranger, on a promis aux autorités algériennes de recruter Algériens. C'est bien beau de le dire, mais est-ce que finalement l'entreprise a les outils pour ça? Quand je dis outils, ce n'est pas des outils financiers, parce que les outils financiers peuvent venir avec des milliards de dollars, là n'est pas la question. Mais on parle d'outils d'ordre de gestion. Et c'est là toute la difficulté. Vous allez avoir dans les différents départements, donc vous allez avoir la finance, vous allez avoir les RH, vous allez aussi avoir le juridique. Le juridique qui fait du corporate, qui fait du government affairs. Et c'est là le rôle de ce juriste qui a une vision stratégique, qui a une vision managériale, qui va dire oui, alors vous avez dans votre obligation, donc les obligations, vous vous êtes engagé à recruter Algériens, mais je vous propose une chose, c'est pas du ressort des RH seulement. Parce que les RH, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est recruter. Donc, il y a moult outils. Alors, je ne vais pas rentrer dans la spécialité RH, ce n'est pas ma spécialité en tout cas, mais les RH, ils vont moult outils pour recruter. Je donne un exemple tout simple. Ils vont aller sur Emploitique, sur LinkedIn, pour recruter X ou Y personnes. Mais est-ce que finalement, ça suffit? Eh bien, pour être sincère, non. Parce qu'au final, vous pouvez dire, voilà, moi, je vais recruter 2000 employés algériens. Aller sur LinkedIn, aller sur tous les réseaux sociaux, aller sur des plateformes de recrutement, mais au final, ne pas avoir les compétences nécessaires. Pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que il n'y a pas ces compétences, ça peut être parce qu'on a mal communiqué dessus, mais il y a une brèche qui peut être utilisée par le juriste et qui fait du government affairs, qui dit, écoutez, moi j'ai discuté avec les RH et je me suis rendu compte que finalement il y avait un manque de compétences. En Algérie, par exemple, sur telle thématique, sur telle spécialité. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne va pas vers les autorités avec qui on s'est engagé pour recruter des compétences algériennes, pour ouvrir finalement cette spécialité avec, par exemple, le ministère de la formation professionnelle ou avec les universités, ça dépend des spécialités. Et nous, on s'est engagé à ce que dans 2 ans, on recrute 2000 employés algériens. Sur les 2000, on ne peut recruter que 1000 parce que oui, les compétences existent, mais les autres 1000, donc le 1000 restant, en fait, c'est des compétences qui manquent en Algérie. Donc, on ne pourra pas remplir cet engagement si on ne travaille pas en amont sur ça. Donc, c'est là où le juriste il va dire, bon, moi, je vais sortir du cadre pur juridique, qui est celui de voir ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit, pour être
terre à terre, et je vais faire mon travail de government affairs. Et c'est là où j'ai compris l'objectif stratégique de l'entreprise à travers un engagement finalement qui est juridique, parce que c'est une clause qui est celle de employé algérien. C'est une clause dans les accords qu'il y a eu, dans les contrats qu'il y a eu. Donc, à travers une clause, j'ai compris l'objectif stratégique, l'enjeu stratégique, et c'est là où je vais apporter mon plus en tant que juriste qui a compris le management, en conseillant donc la direction générale, qu'il va falloir travailler sur le government affairs, approcher les autorités à travers une lettre, demander audience et donc travailler sur ça. Et c'est essentiellement ça que je voulais dire à la base en parlant du monde du travail qui change. Aujourd'hui, on ne parle plus de spécialistes au sens dur, on parle finalement des connaissances transversales qui permettent de comprendre l'objectif voulu par le groupe finalement. C'est toute l'entreprise qui est autour du même objectif et tout le monde doit être aligné sur cet objectif. Maintenant, les profils hybrides, où se crée la valeur. Alors, on avait un petit peu avancé sur ça sur le slide d'avant. Donc, ajouter une nouvelle compétence, ce n'est pas changer de voie, c'est élargir son champ des possibles. Alors, dans quel sens? Finalement, ceux qui ont fait du marketing savent très bien ce que c'est qu'une valeur ajoutée. Je vais pas faire, on va pas faire le cours sur le upselling et tout ça, mais au final, quelqu'un qui a une compétence. Alors, c'est là où je repars sur le point de départ. J'avais dit une personne qui fait une reconversion. Je déconseille, en tout cas aujourd'hui, de faire une coupure totale avec la formation initiale. Il faut toujours que la formation initiale puisse être un levier et que les accumulations de savoir, de formation qu'on va avoir par la suite, viennent finalement travailler en homogénéité avec la formation initiale. C'est ce que je disais, finalement, pour quelqu'un qui a, comme moi, fait du droit, c'est bien de savoir comment est-ce que une entreprise se forme. Alors, le code de commerce est clair, comment ouvrir une société, quelles sont les conditions pour ouvrir une société, une entreprise, qu'est-ce qu'on doit avoir à l'intérieur d'une entreprise, comment faire les statuts, comment on va aller faire chez le notaire, comment faire une location. Ok, très bien, tout ça est là. Mais in fine, on est censé, au cours du fonctionnement donc, de l'entreprise, quotidienne, on va dire, tout au long de l'année, j'imagine que certains qui ont fait l'entreprise savent ce que c'est qu'un leadership meeting. Si on se rencontre, par exemple, périodiquement, tous les 15 jours, chaque semaine, tout dépend des entreprises, tout dépend des enjeux et tout dépend de la conjoncture dans laquelle on est, vous allez avoir donc dans le leadership meeting les différentes personnes qui travaillent, donc qui sont dans les directions, dans les départements. Vous allez avoir le financier, vous allez avoir le marketeur, vous allez avoir le juriste, vous allez avoir le directeur général peut-être. Enfin, vous allez avoir donc toutes les compétences autour d'une même table. Et finalement, quand on défile les slides lors du leadership meeting, en fait, aujourd'hui, si vous avez, pour ne pas rester sur le juridique seulement, si vous avez donc une compétence qui ne va pas comprendre les slides de l'autre personne, qui va parler, par exemple, je ne sais pas moi, on va dire le RH qui ne va pas comprendre le compte de résultat, qui ne va pas savoir ce que c'est que le bilan, le passif et l'actif. Si vous avez donc un juriste qui va vous aborder une thématique juridique, qui va vous dire qu'il y a une obligation contractuelle et que l'autre ne comprenne pas, et en fait, là, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur son profil hybride, c'est-à-dire que il faut ajouter des compétences, ne pas faire une coupure avec les compétences initiales. Et ce que je conseille, c'est que si vous décidez de faire le même parcours que moi, quelle que soit la formation initiale que vous avez faite, mais si vous décidez d'aller faire autre chose, n'essayez pas de faire de coupure. Travaillez sur la fusion. Travaillez vraiment sur la fusion de vos compétences. Moi, j'ai fait du droit et du marketing. Aujourd'hui, ce que j'aime faire, c'est véritablement du contrôle de conformité marketing. Alors, je ne vais pas faire comme certains font dans le marketing mixte, vraiment dans les 4P et tout ça, bien que je dois le connaître et je dois savoir ce qui se fait sur les 4P, mais ce que je dois savoir, c'est qu'en termes stratégiques, quel est l'apport en tant que juriste que je peux apporter au marketing. Et je dois pour cela, comprendre le marketing, comprendre les enjeux, mais dire stop là où il faut dire stop quand on a une idée marketing. Je donne un exemple et j'avais fait un article là-dessus pour ceux qui veulent aller sur mon compte LinkedIn. Aujourd'hui, l'Algérie, on est dans une optique qui est de protéger la production nationale.
Alors, protéger la production nationale, c'est un objectif stratégique. Maintenant, comment est-ce que moi, en tant qu'entreprise, je dois naviguer dans tout ça? Et on a vu pas mal d'entreprises algériennes. Alors, on a vu, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus de production. Si vous allez voir dans toutes les grandes surfaces, vous allez voir plus de produits algériens qu'autrefois, et ça, c'est formidable. Mais ce qu'on voit, entre autres, c'est que certains produits algériens, qui sont très bons, j'ai rien à dire là-dessus, mais quand on va voir le packaging, quand on va voir le nom, c'est le nom d'une autre entreprise étrangère. Et là, ça devient problématique. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut vendre, il va dire, moi, de toute façon, ce produit étranger n'existe pas en Algérie, j'en ai que faire. Je vais vendre mon produit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir mon chiffre à la fin de l'année. Mais si on est sur du court terme, ok, très bien, ça marche. Pour le moment, il fait son argent, il fait son chiffre d'affaires, et ça va très bien. Mais l'Algérie, comme tout autre État, ça change en fonction des besoins stratégiques d'un État. La politique va changer, les restrictions vont changer, les lois vont changer. Donc, indéniablement, si des investisseurs étrangers veulent venir demain en Algérie, qu'ils ont ce produit qui ressemble, enfin, qui est le produit d'origine, ils vont s'installer sur les rayons, ils vont voir que vous êtes vous empiétez sur leur part de marché avec leur nom. Et bien là, ça va relever de la propriété intellectuelle. Et c'est là où cette entreprise algérienne qui aura fait un chiffre d'affaires extraordinaire durant des années, parce que le produit est bon, va se retrouver à fermer peut-être, à retirer son produit du marché, parce que cette entreprise est entrée en Algérie. Et c'est là que le juriste intervient. C'est-à-dire, vous avez finalement l'entreprise qui a un département marketing et qui va travailler sur comment appréhender le marché, comment élargir ses parts de marché, mais qui ne va pas avoir cette vision juridique. Et c'est là où le juriste intervient, en amont. Alors peut-être que quand il va dire ça, le juriste, il va embêter le marketeur. Le marketeur, il va dire, de toute façon, j'ai jamais vu ce cas. Moi, j'ai travaillé dans d'autres entreprises. J'ai jamais vu une attaque pareille. Il m'embête, ce juriste. Mais au final, le juriste, il doit avoir cet objectif stratégique, oui, qui est de vendre, gagner des parts de marché, mais il doit aussi comprendre les enjeux juridiques. Et c'est là qu'on a une valeur ajoutée à l'entreprise. C'est que moi, en tant que juriste, si j'ai compris l'objectif stratégique de l'entreprise, si j'ai compris les enjeux marketing, si j'ai compris les enjeux en termes managériels, je dois avoir aussi une autre vision avec ma formation initiale qui est juridique pour dire stop, très bien, j'ai compris. Pour toi, il n'y a pas de problème. On va vendre, on va faire du chiffre. Mais je te donne un cas concret que cette entreprise que tu vas copier va rentrer sur le marché algérien et voilà ce que tu risques juridiquement. Et c'est là finalement qu'on va créer une synergie entre les compétences. Donc, les profils hybrides, c'est là où se crée la valeur. C'est mon exemple. Moi, j'ai fait du droit, du management, comme j'avais expliqué en première année à l'ESA, et puis j'avais décidé de faire marketing. J'avais expliqué pourquoi avec l'association et tout ça. Donc finalement, c'est ça le cumul que j'ai eu. Donc comprendre la règle, l'entreprise et son environnement. Finalement, c'est ça. C'est au final ça ce que j'ai fait durant tout mon parcours, on va dire universitaire et mon parcours professionnel. C'est que j'ai compris la règle de droit, mais j'ai compris aussi donc le monde de l'entreprise et son environnement. Et ça, en fait, c'est valable pour toutes les spécialités confondues. Moi, j'ai vu, et c'est ça la spécificité de l'ESA, en tout cas, c'est ce que j'ai vu à l'ESA, ce qui était formidable. Vous aviez des biologistes qui étaient venus à l'ESA et qui ont fait marketing. Ils se sont retrouvés à travailler dans le monde du pharma et ils ont cumulé ces deux compétences. Vous avez des financiers qui sont venus à l'ESA. Je donne des exemples, hein, ça va dans tous les sens. Des financiers qui sont venus à l'ESA, qui ont fait entrepreneuriat, et il y en a une qui est à Tokyo, si j'ai bien compris, lors des webinars, par exemple. Et donc, voilà, c'est ça l'ESA, en fait. C'est toutes ces compétences qui viennent à l'ESA et qui soit décident de continuer dans leur formation initiale, donc c'est tout à fait possible, s'ils veulent se spécialiser, soit qu'ils veulent aussi sortir de leur zone de confort et faire autre chose et se retrouvent finalement à comprendre finalement l'ensemble de l'entreprise.
Alors, je ne sais pas si je devrais citer son nom. Par exemple, Walid Aberiyet, qui avait fait Del Ibrahim, je pense. Alors, tu m'excuseras si je me trompe, Walid, si tu vois cette vidéo, mais il avait fait de l'Ibrahim. Il s'est retrouvé à faire les A par la suite. Il avait fait marketing et qui avait fait un sujet de mémoire de fin d'études formidable. Donc, je le laisserai peut-être lui en parler un jour. Et qui s'est retrouvé à travailler dans d'autres entreprises telles que Price. Et aujourd'hui, il a ouvert son entreprise à lui et qui fait du conseil. Alors, le conseil en investissement pour les entreprises, alors je ne parlerai pas de lui à sa place, je le laisserai peut-être lui en parler, mais en tout cas, finalement, lui est parmi les exemples qui sont venus à l'ESA et qui ont cumulé toutes ces formations pour en faire un projet professionnel. Donc, finalement, mon exemple, on peut l'extrapoler sur toutes les compétences. N'hésitez pas à faire donc l'ESA, pour faire de la pub à l'ESA un petit peu, n'hésitez pas à faire l'ESA quand vous venez d'une formation qui n'est pas liée au management. Vous pouvez faire du droit, vous pouvez être ingénieur, vous pouvez être médecin, vous pouvez être pharmacien, ce qui est le cas de beaucoup de pharmaciens qui sont venus à l'ESA. Vous pouvez être biologiste, vous pouvez être ingénieur, vous pouvez venir à l'ESA pour finalement enrichir votre savoir-faire et être une plus-value pour le monde de l'entreprise. Donc, voilà, mon exemple, on peut l'extrapoler sur toutes les spécialités confondues. Comment construire son propre profil hybride? Alors, ça résume un petit peu tout, une expertise éveille la curiosité. La curiosité crée une nouvelle compétence et les compétences réunies créent de nouvelles possibilités. C'est finalement ça, réellement, mon parcours. Une expertise éveille la curiosité. Mon expertise initiale, c'était le droit. Donc, j'avais fait la fac de droit. J'ai eu la curiosité de fréquenter autre chose que des juristes. Donc, à commencer par Nassim Yahi, qui était juriste initialement, qui avait décidé de faire l'ESA. J'ai décidé de faire une association de protection du consommateur où j'ai eu comme contact donc des managers dans différents domaines, des médecins, des pharmaciens, des agronomes, des ingénieurs agronomes. Et donc, ça a attiré ma curiosité. Et c'est là où j'ai voulu acquérir une nouvelle compétence. Donc, c'est là où j'ai décidé de faire l'ESA pour faire des sciences de gestion. Et j'ai réuni donc ces compétences pour créer de nouvelles possibilités. Aujourd'hui, je suis un avocat un petit peu atypique. Alors aujourd'hui, je suis avocat, demain, je pourrais être en entreprise, tel que j'ai déjà fait auparavant. Là n'est pas la question. Encore une fois, moi, j'ai une vision large. Je ne suis pas de ceux qui se disent, moi, j'ai fait ça, je reste dans ça jusqu'à la fin de mes jours. Non. En fait, il faut ouvrir son champ de vision et savoir saisir les opportunités pour se développer et peut-être après revenir à ce qu'on fait initialement. Mais il faut savoir élargir son champ de vision pour finalement réussir dans le monde tel qu'il est actuellement. Donc, c'est ça finalement le secret. Il faut que vous ayez une expertise initiale. Ça, c'est important parce qu'en fait, oui, être généraliste et avoir finalement une vision transversale, c'est bien, mais il faut avoir une compétence initiale. Donc, il faut être généraliste, on va dire, mais il faut avoir une expertise initiale. Comprendre tout sans comprendre quelque chose, finalement, c'est ne rien comprendre. Finalement, c'est la culture générale. Donc, le revers de la médaille, c'est qu'il faut comprendre que si on touche à tout sans finalement se spécialiser dans quelque chose initialement, ce n'est pas ce qui est recommandé. Donc, il faut avoir une expertise initiale. Ensuite, après avoir eu cette expertise, il faut avoir de la curiosité. Vous faites ingénieur en génie civil, n'hésitez pas à voir ce que c'est que de la finance, n'hésitez pas à voir ce que c'est du marketing, et c'est ça ce qui va vous permettre d'être DG demain, ou d'être dans le conseil d'administration. C'est d'avoir finalement une curiosité et apprendre autour de vous. Ça peut être en faisant un master comme ce que j'ai fait, ça peut être aussi tout au long de son parcours professionnel. On a vu des gens qui ont fait donc une spécialité en intégrant une entreprise, ils se retrouvent à faire autre chose. Alors, ils font peut-être des petites formations en parallèle, mais en fait, c'est en collaborant avec les autres qu'on va acquérir d'autres compétences qu'on va accumuler pour avoir véritablement demain une vision dans une fonction plus managériale du terme. Et donc, faire que ces compétences soient combinées pour avoir des compétences complémentaires. Et c'est là où on va donc avoir une combinaison qui va faire de vous un profil atypique. Et en fait, c'est ça ce qui est intéressant. C'est que il faut savoir une chose. Par exemple, moi, j'ai fait du droit, ensuite j'ai fait du marketing. C'est une particularité. Alors sur 1000, combien de personnes ont fait du droit, ensuite ont fait du marketing? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'il soit beaucoup. Mais aussi, il y a d'autres profils. Combien on fait du droit et on fait de la finance par la suite? C'est-à-dire, chacun d'entre nous, s'il fait ça,
il va se retrouver à se représenter lui-même, à avoir donc son propre profil qui ne ressemble en rien aux autres. Et c'est ça ce qui est important, parce que vous allez tous être des plus-values, vous allez tous avoir une valeur ajoutée. Oui, Nedja? Une petite question. Alors, Oui, vous comprenez, il y a une distinction donc à faire dans tous les profils hybrides. Donc, on parle vraiment de compétences marketing liées au droit, en tout cas de bonnes connaissances juridiques. Est-ce que on peut considérer aujourd'hui qu'il y a déjà un intérêt sur les questions algériennes, donc le droit algérien d'avoir une double compétence marketing, mais aussi sur des questions un petit peu plus internationales, quand on parle par exemple de est-ce qu'il y a un intérêt quelconque de faire une business school quand on veut faire, par exemple, de l'arbitrage international sur des thématiques particulières, sur, par exemple, les litiges liés aux marques ou encore droit de l'image, etc. On parlait d'enregistrement, de souvenirs, de mes vieux souvenirs de marketeuse. Nous avions les enregistrements en Algérie, mais nous avions aussi un lien qui se faisait avec l'enregistrement des marques à l'international. Donc, on peut en savoir plus. Quel intérêt pour nous de alors, faire une business? en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir fait précédemment du droit. Vous pouvez faire par exemple du marketing en bachelor, en licence, et puis par la suite faire un master droit et management, droit tout court. Et ça ne se fait que dans les business schools. Aujourd'hui, la formation universitaire en Algérie, si vous faites du droit, vous ne pouvez pas faire un master du marketing. Et vice-versa, si vous faites de la finance, vous ne pouvez pas faire du droit, par exemple. Donc, ça, c'est déjà le premier intérêt de faire une business school. En Algérie, en tout cas, ce qui est fait la particularité de l'ESA, c'est d'accepter les différents profils. Donc ça, c'est déjà important pour ceux qui ont envie d'élargir leur champ de compétences. Deuxième des choses, l'importance de faire cette double formation. Vous avez, donc tu as cité un cas particulier qui est celui d'enregistrer une marque à l'international, par exemple. Alors, le fait d'être juriste et de ne pas connaître les enjeux de l'entreprise, vous allez penser à quoi? Vous allez penser à enregistrer cette marque pour qu'elle ne soit pas copiée en Algérie. En revanche, si vous avez fait du management, une école comme l'ESA, par exemple, et qui va vous dire, ah oui, mais il y a une autre vision de l'entreprise que tu dois connaître, toi, en tant que juriste. C'est qu'il y a le marketing international. L'entreprise peut avoir l'objectif de sortir du marché algérien et d'appréhender d'autres marchés. C'est concrètement ce qui se passe en Algérie aujourd'hui. Vous avez des entreprises. Aujourd'hui, quand les autorités algériennes parlent de l'exportation, de l'export, ils pensent à l'Afrique. Donc, OK, c'est bien. En tant qu'entreprise, je veux exporter en Afrique, mais je dois aussi connaître la culture africaine. D'où l'intérêt de faire un module. Alors, je ne sais pas si ça a existé dans toutes les promotions, mais en tout cas, dans la mienne, ça avait existé. C'est le marketing interculturel. Moi, ça m'avait changé ma vision de voir les choses. Le fait de savoir, alors c'était des exemples tout simples. C'est que quand, par exemple, j'ai envie d'aller signer un contrat avec un Hollandais, avec un Français, avec un Italien, en fait, les cultures diffèrent. Donc, je ne vais pas parler à l'italien comme je parlerai un Hollandais. Alors, l'exemple qui m'avait fait rire à l'époque, finalement, qui est tout à fait vrai, c'est que vous allez dans un pays de l'Europe, enfin du Nord en Europe, euh, si vous vous attendez à ce qu'ils vous mettent avant la réunion une table garnie comme on le ferait dans la culture maghrébine ou méditerranéenne, eh ben vous vous leurrez parce que pour lui, en fait, si on se voit aujourd'hui, c'est pour faire affaire, c'est pour signer un contrat. Donc on va parler affaires, on va pas parler de repas. Et contrairement à la culture méditerranéenne, c'est autre chose. Pour nous, c'est un manque de savoir-vivre que de ne pas recevoir cette personne autour d'une table pour discuter d'abord, de faire connaissance, et puis après signer un contrat. Donc si je vais moi avec mon raisonnement de juriste juste pour signer un contrat sur la base de clauses, ben, je vais rater mon affaire parce que je n'aurai pas compris la culture locale. Et c'est valable pour tous les pays du monde, pour toutes les nations du monde. Donc, c'est l'intérêt de faire une business school. C'est que, parce qu'on peut faire de la reconversion, comme on disait tout à l'heure, ce qui n'est pas le cas dans les universités algériennes, et j'espère que ça se fera un jour.
Deuxièmement, c'est que quand on fait une business school, on va comprendre le monde du management. On va comprendre le monde de l'entreprise. Et c'est ça la particularité. Si j'ai fait de la compta, je ne vais pas parler que du bilan, du compte de résultat, des états financiers, des normes IFRS. Je vais voir aussi autre chose dans une business school. Je vais voir ce que c'est que le marketing, je vais voir ce que c'est que la culture, je vais voir ce que c'est que la programmation neurolinguistique. Exemple, pour moi en tant que juriste, faire de la PNL, c'était très important parce que je m'en sers aujourd'hui dans les négociations. Comprendre la personne qui est en face, comment agir, quel geste avoir. Ça, on l'apprend dans une business school. On ne l'apprend pas à l'université. Et c'est ça ce qui est important quand on fait une business school. Donc voilà, il faut savoir comment construire son profil hybride. Alors attention à ne pas tomber dans l'erreur de je fais des études juste pour faire des études, hein. C'est-à-dire, j'ai fait, moi, par exemple, du droit et après j'ai décidé de faire l'ESA. Ça devait être réfléchi et c'était réfléchi. J'ai pas fait l'ESA juste pour avoir un diplôme en plus. Parce que si vous faites comme ça, c'est une perte de temps et au final, vous allez au final vous retrouver dans une panoplie de savoir, de matière, sans savoir quoi en faire. Donc, il faut bien réfléchir votre profil. Effectivement, initialement, quand vous faites vos formations initiales, il faut avoir une vision. On peut ne pas forcément avoir une vision globale, mais il faut savoir un petit peu au moins ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire. Mais après, les accumulations de savoir, il faut que ce soit réfléchi. Il faut beaucoup consulter. Moi, quand j'ai décidé de faire de l'ESA, j'ai consulté autour de moi. C'était pas, oui, alors c'est une bonne école, allez, je m'y inscris. Non, il faut avoir un projet professionnel et bien le réfléchir pour après aboutir au résultat escompté. Donc voilà. Alors, une question de notre chat. Comment trouver le bon équilibre entre acquérir une double compétence par plusieurs années d'études et consacrer ces mêmes années à développer une expérience professionnelle concrète dans sa première spécialité? Alors là, on parle plus de business school, on parle de compétences de manière générale. Alors, moi, je vous donne un exemple pour moi. Moi, en tant que juriste de formation initiale et puis marketeur par la suite, ce que je fais, c'est que quand j'ai un cas précis à traiter, ce que je fais, c'est que je fais de la recherche personnelle parce que j'essaye de ne pas me concentrer sur l'aspect juridique. En fait, ça, c'est très, très avocat, très juriste. C'est très avocat plus particulièrement. C'est vouloir comprendre la personne qui est en face. Parce qu'il ne s'agit pas que de défendre les intérêts juridiques, il faut aussi comprendre la personne. Pourquoi est-ce que cette personne a fait ceci ou cela? Et ça, c'est pas que dans l'aspect personnel. On ne parle pas de vol, de délit comme vol, crime de manière générale. On parle aussi de pourquoi est-ce que cette personne ne veut pas signer ce contrat? Pourquoi cette personne, elle opte pour cet objectif stratégique? Il faut comprendre la personne. Donc, déjà, première des choses, c'est essayer d'avoir une bonne culture sur ce que vous êtes en train de faire sur le coup. C'est-à-dire, vous avez un cas particulier que vous êtes en train de traiter, que vous êtes en train de travailler. Il faut avoir une bonne culture générale autour. Il faut faire de la recherche. Et il faut aussi sortir du cadre initial dans lequel vous avez été formé. Par exemple, vous avez une affaire dans une banque, vous traitez du droit, il faut aller chercher dans la comptabilité, dans la finance. Vous avez par exemple une entreprise, on parlait de marque tout à l'heure, vous faites donc du droit de la propriété intellectuelle, il faut aussi comprendre les enjeux du marketing autour. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est avoir un peu de curiosité. Ensuite, si la question va encore plus loin, d'accord, donc j'ai fait ça, ça m'intéresse, j'ai compris ce qu'il y a autour de cette problématique, pourquoi ne pas me spécialiser dans ça? Et c'est là où ça revient à la personne. Est-ce que j'aime faire ça ou pas? Donc oui, j'ai une formation initiale, j'ai découvert en ayant un peu de curiosité quelque chose et je vais me former dans ça parce que ça m'intéresse. Et j'ai peut-être envie d'en faire une surspécialité. Et l'avantage de ça, encore une fois, c'est que contrairement au profil linéaire, par exemple, je fais droit, je fais ensuite, par exemple, c'est ce que j'ai fait moi, j'ai fait un master en droit judiciaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le master droit judiciaire, c'est en fait toutes les procédures autour de l'administration judiciaire, donc des juridictions. Donc, c'est connaître la procédure pour être simple. Mais, OK, j'ai fait ça, je suis spécialisé en droit judiciaire. Mais en fait, si je fais par exemple marketing,
je fais faire une spécialité qui n'existe pas dans le programme universitaire algérien. Et c'est là qu'est la plus-value. C'est que vous sortez du chemin qui est tracé par tout le monde. Vous sortez du chemin qui est tracé par une administration. Et vous allez faire autre chose, en attendant que d'autres personnes vont s'en rendre compte de son importance et finalement, ça va aussi ne plus être une nouveauté et en créer quelque chose. Par exemple, vous avez des masters à l'étranger. On parle aujourd'hui, par exemple, à Poitiers, vous avez droit et marketing. Ça existe aujourd'hui. Mais initialement, ça n'existait pas. C'est des profils comme moi, comme vous peut-être demain ou comme vous actuellement, je ne sais pas de quelle formation vous êtes, mais c'est des profils comme nous qui allons créer cette branche, cette nouvelle branche et qui vont en faire une spécialité. Donc, je ne sais pas si ça a répondu à la question, mais voilà, donc c'est ça. Donc, c'est avoir de la curiosité, de chercher autour et de voir si on peut en faire une spécialité en fonction du besoin du marché et des besoins personnels. Donc, si j'aime ça ou je n'aime pas ça. Donc, voilà. Bonjour. Marouane. Alors, moi, par exemple, j'ai eu, comme vous le savez, à l'ESA, on fait des stages chaque année. Au bout de ma troisième année, en fait, j'ai intégré le milieu pharmaceutique et j'ai fait un mémoire qui se penchait sur le marché des médicaments en Algérie et de comment en fait le marketing s'imposait dans ce lieu. C'était très réglementé. On n'avait pas le marketing pharmaceutique et un marketing qui est un peu plus technique que par exemple ce qu'on peut voir dans le marketing industriel, qui est consommation, etc. De là, j'ai commencé à me poser des questions et à me dire que probablement je pourrais m'intéresser au pharma et pourquoi pas faire 6 ans. En l'occurrence, pharmaceutique, voilà, c'est 6 études. Et donc là, en l'occurrence, j'ai fait un master en finance, donc j'ai complètement changé de. Là aussi, j'ai fait une petite bascule. Euh, et là, j'ai 2 voies qui s'offrent à moi. Donc, soit je termine l'année prochaine, j'ai mon master, soit je vais vers des cabinets. Donc là, je prends 6 ans en cabinet, c'est énorme. On peut devenir vraiment, on peut vite monter en grade et avoir une énorme expérience. Soit je me lance en 6 ans en pharmaceutique afin de travailler dans l'industrie pharmaceutique. Et en l'occurrence, je voudrais un profil financier, un peu marketeur aussi. Donc, je pourrais soit soit être dans le côté politique, donc intégrer tout ce qui est des lois et avoir de l'impact en quelque sorte dans le milieu pharmaceutique, ou sinon travailler dans l'industrie, mais en l'occurrence avec un profil, comme vous dites, très intéressant, où j'ai autant la vision financière que la vision euh, scientifique, technique, où je pourrais facilement communiquer avec les médecins, facilement communiquer avec les pharmaciens et facilement aussi monter en grade. Ce que j'ai pu aussi constater, c'est que certes, il y avait des non-pharmaciens qui intégraient l'industrie pharmaceutique, mais il y avait toujours un plafond de verre au-dessus d'eux, puisqu'ils n'avaient pas fait pharma, donc ils ne pouvaient pas atteindre certains postes. J'ai pas envie de me retrouver à un certain âge à me dire ah ben, j'aurais dû, alors que, euh, alors que là, je peux m'emmener voilà, en mettant de côté 6 années d'expérience professionnelle. Alors, je n'ai pas tout entendu, mais je voulais pas te couper dans la question. Alors là, je vais terminer mon master en finance. En D'accord. finance, oui. Et j'ai fait un stage en pharma. Donc, ça a été un stage de 6 mois en pharma. Je n'ai Ah pas oui. fait d'études en pharma. Donc là, la question, c'est est-ce que je m'engage sur 6 ans, enfin, c'est lourd 6 ans d'études en pharma, ou 6 ans d'expérience en cabinet pour terminer, enfin, pour que ça soit la continuité de mes études. Donc là, aujourd'hui, tu souhaiterais peut-être après ton master en finance reprendre tes études en pharma. C'est ça, exactement. Alors là, c'est vraiment purement de la reconversion. En fait, je, je peux donner mon avis personnel, mais en fait, ce n'est pas une science exacte. Euh, alors, le fait de finir ses études en finance et puis par la suite décider de faire pharma, c'est véritablement une décision personnelle. Après, tout dépend de ce que cette personne a envie de faire. Donc, Alawen, si tu as envie, par exemple, demain d'avoir une officine, c'est clair, ne réfléchis pas à 2 fois, va faire pharmacie. Là, à ce moment-là, tu utiliseras les finances véritablement plus tard.
Mais en fait, tout dépend de ton projet professionnel. Si, par exemple, ton objectif, c'est d'intégrer demain l'entreprise, donc dans le pharma, en fait, ça sera Ouais. une valeur ajoutée extraordinaire. Si tu auras fait pharmacie, donc des études dans le médical, et que tu auras déjà un master en finance, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que si tu as envie d'être demain dans une entreprise qui est dans le pharma, en fait, tu auras un profil véritablement, là, on peut dire que c'est un profil atypique, parce que tu sortiras complètement du lot. Rares sont les personnes qui ont déjà un master en finance et qui ont un doctorat en pharmacie. Tu te retrouveras demain à être, je ne sais pas moi, dans la direction générale d'une entreprise qui est dans le pharma. Et ça sera une plus-value extraordinaire. Là, en fait, ce que tu vas avoir, c'est que tu vas joindre une compétence d'ingénieur, pharmacienne, et une compétence support qui est la finance. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, par exemple, ce que j'ai décidé de faire pour le monde de l'entreprise, ce sont deux formations support, donc le juridique et le marketing. Mais là, en fait, là, tu vas cumuler deux autres types de compétences, c'est-à-dire le côté ingénieur au sens strict du terme, ou large du terme plutôt, et une compétence support. Et ça, c'est extraordinaire. Après, il faut avoir du courage pour le faire, il faut avoir du temps, et il faut savoir que ce qui va un petit peu, alors je te le dis dès le départ, dès maintenant, ce qui va un petit peu jouer sur le moral, c'est qu'au bout d'un moment, ce qui m'est arrivé à moi aussi, c'est que tu vas te dire finalement, j'ai fait quelque chose et ceux qui ont fait comme moi, par exemple finance, pour ton cas, ceux qui ont fait comme moi finance, aujourd'hui, ils sont DFC, directeurs financiers, et moi, j'en suis encore à faire des études. Et ça, tu vas le ressentir au bout d'un moment. Et il ne faudrait pas que ça te fasse peur, parce qu'en fait, toi, tu vas accumuler un autre savoir-faire pour avoir une plus-value par la suite. Moi, durant mes études à l'ESA, j'ai mis de côté un petit peu, bon, pas totalement, mais j'ai mis de côté un petit peu mon cabinet. Je travaillais le soir, je redoublais d'efforts, mais en fait, c'était pas comme une personne qui voyait le tribunal tous les jours et qui voyait des clients du matin au soir. Donc, et à un moment donné, on a l'impression que les autres avancent, alors que nous, on a l'impression de stagner. En réalité, on ne stagne pas. Donc, on est en train d'accumuler un autre savoir-faire pour avoir une valeur ajoutée par la suite. Donc, de toutes les manières, ce n'est pas une perte de temps ce que tu as fait. Tu as fait de la finance, c'est excellent, c'est formidable. Tu veux faire tu veux faire des études en sciences médicales et donc en pharmacie, fais-le. Tu seras demain une compétence qui n'existera pas en Algérie. Parce qu'il faut avoir véritablement du courage de faire 5 ans ou 6 ans d'études en finance et puis après faire de la pharmacie. En fait, tu seras une sur 1 million à avoir eu ce courage et donc à avoir cette plus-value, donc cette valeur ajoutée. Donc, je te conseille de le faire. Si tu as du temps, si tu as du courage, fais-le et tu ne vas pas regretter. Ça va être difficile tout au long de ce parcours, mais une fois sorti de cette formation, tu vas véritablement avoir une compétence en plus qui n'existera pas sur le marché, ou du moins qui existe très peu. Parce qu'en fait, ce que tu as, par contre, c'est des gens qui ont fait pharmacie et qui ont fait un MBA par la suite. Et c'est très différent, hein, parce que faire un MBA, on va avoir une vue d'ensemble sur la gestion. Mais avoir une spécialité finance et avoir fait pharmacie, ce sont deux compétences très pointues et qui vont te servir dans le monde de l'entreprise. Et tu seras différente des autres profils. Donc, tout à chacun chacun des profils a sa spécificité, a une valeur ajoutée, mais la tienne sera véritablement, tu seras vraiment dans un marché de niche et qui paiera très cher. Enfin, qui te coûtera pas cher. Au contraire, c'est quelque chose qui va te rapporter beaucoup. Voilà, Merci beaucoup. Merci. c'est moi. Ben voilà, en fait, le mot de la fin, le slide dit tout. Votre diplôme vous donne une porte d'entrée, à vous de construire la suite. Ben, en fait, c'est tout ça. C'est ce que j'étais en train de dire tout au long de ce webinaire. C'est que il faut avoir la curiosité, avoir un diplôme en poche. Alors, c'est là où je vais attaquer un angle de vue. Alors, il y a une vision très algérienne aujourd'hui sur les réseaux sociaux que de dire que le diplôme ne te servira que de porte d'entrée, c'est-à-dire pour dire j'ai un diplôme. Non. Tout au long de votre formation, soyez curieux, apprenez et ça sera une porte d'entrée. Ensuite, ça va vous servir dans le monde de l'entreprise. Moi, par exemple, quand j'étais à la fac,
j'avais beaucoup de gens qui me disaient de toutes les manières, c'est que de la théorie, tu vas pas t'en servir en pratique. Eh ben non, pas du tout. Aujourd'hui, dans le monde professionnel, j'utilise cette théorie que d'autres estimaient ne pas être importante. Et donc, le savoir-faire théorique aura un impact très fort sur votre pratique. Ça, c'est très important. Donc, le diplôme est une porte d'entrée. Cette théorie n'est pas si insignifiante. Au contraire, elle est très, très, très importante dans la construction de votre parcours professionnel. Ensuite, à vous de construire la suite parce qu'il faut savoir aussi élargir son champ de vision, ne pas rester cloisonné dans une formation initiale, voir autre chose. Alors, vous pouvez être expert dans la formation initiale, c'est pas la question, si vous en avez envie. C'est un choix de vie, c'est un choix professionnel, mais c'est aussi un très bon choix que de voir plus large que dans sa formation initiale. Donc, c'est ça le message à retenir par rapport à mon parcours. J'espère que ça va servir, ça aura servi à ceux qui nous écoutent et ceux qui écouteront et regarderont la vidéo. Voilà, merci. Alors, nous allons commencer les questions-réponses. Pardon, Nejla, si tu permets, avant la question, pour la personne qui était, c'est Rawen, c'est ça? Il y a un livre que je suis en train de lire actuellement, que je recommande, c'est Marketing de la banque, de l'assurance. Alors, c'est véritablement le genre de livre que je recommande pour avoir de la curiosité et comprendre ce qu'il y a autour de sa formation initiale et le poste qu'on occupe par ailleurs. C'est ce genre d'ouvrage que je recommande. Et là, en fait, ça veut dire que c'est des personnes qui ont compris l'enjeu. Quand on parle marketing de la banque, c'est être banquier et faire du marketing aussi. De l'assurance, c'est être dans les assurances et avoir fait du marketing aussi. Donc, c'est comprendre les différentes disciplines qu'il y a autour de l'activité principale de l'entreprise. Donc, je vous recommande de lire pas mal de ce genre d'ouvrage pour vous faire votre avis et opinion sur la question. Fouzi, Asnoum, quelle est ta vision par rapport aux études qui font prévaloir la disparition de plusieurs métiers, notamment juridiques, avec l'introduction de l'IA? Ça sous-entend que le juridique va disparaître avec l'IA? Je pense que c'est un peu ce on était en train de se dire un petit peu avant le webinaire. Donc, je te laisse remettre ça en ligne. En fait, c'est une... alors, ça reste mon avis. C'est fou, c'est totalement fou. Alors, je ne vais pas parler de la profession d'avocat en soi parce que je pense pas que... Oui? Juste, je voudrais rajouter quelque chose avant que tu répondes à cette question. Il paraît qu'aussi que le marketing va disparaître avec l'IA, donc tu vas disparaître sur les deux volets. Alors oui, le droit va disparaître, le marketing va disparaître. Certains disent que la médecine va disparaître, d'autres disent que la comptabilité va disparaître. En fait, je ne pense pas que ces professions de manière générale vont disparaître. Alors déjà, je ne vais pas pleurer si ma spécialité va disparaître demain. Moi, je m'adapte très bien. Si demain, les sciences juridiques n'existeront plus, alors, je ne pense pas du tout que ce sera le cas, hein, mais si demain, ma spécialité n'existera plus, ben, je vais m'adapter comme je me suis adapté, comme je suis en train de faire aujourd'hui. Je me suis adapté à ce que j'avais envie de faire et au marché. Je m'adapterai très bien demain. Et c'est ça justement. Avoir une vision transversale, c'est de ne pas rester cloisonné dans sa formation initiale. S'il y a des changements, eh ben, il faudra faire avec. Donc, déjà, ça répond à une partie de la question. Alors, deuxième des choses, s'il s'agit d'être rassuré pour avoir fait du droit ou pas, moi, je ne pense pas que ce sont des spécialités qui vont disparaître avec l'IA. Au contraire, moi, l'apparition de l'IA m'a beaucoup aidé. Vous avez deux choix. C'est soit refuser l'IA et donc disparaître, soit accepter l'IA et évoluer avec. Moi, aujourd'hui, l'IA m'aide dans quoi? Je ne suis plus à surveiller la virgule de mes phrases quand je construis une phrase. Je ne suis plus dans la réflexion de si je dois employer ce mot ou un autre. Et là, en fait, c'était un travail titanesque qui prenait beaucoup plus de temps sur le raisonnement. Finalement, le juriste, pour parler du juriste, ensuite on va parler du marketeur. Le juriste, c'est pas celui qui va vous faire une belle rédaction. C'est important de savoir bien rédiger. Mais le vrai juriste, c'est de savoir comprendre l'enjeu. C'est de savoir comprendre quel raisonnement avoir.
l'intelligence artificielle, elle va finalement répondre à votre besoin de juriste. Moi, par exemple, j'ai des clients aujourd'hui, en tant qu'avocat, quand je travaille, par exemple, dans les relations publiques, par exemple avec l'association, je ne vais plus réfléchir à comment rédiger la lettre. Si je dois envoyer une lettre à telle ou telle administration, en fait, l'intelligence artificielle va m'aider. En revanche, comment je construis la lettre, la vision que j'ai envie d'avoir, ça, c'est à moi de le dicter. L'intelligence artificielle va formuler les phrases que moi, j'ai envie d'avoir. C'est de même pour le juridique. Quel objectif j'ai envie d'avoir? Et ça, un non-juriste ne va pas le savoir. Je vous donne un exemple tout bête, tout simple. Pour ceux qui ne sont pas juristes, venez un jour ici chez moi au bureau et on va faire l'exercice. Je vous dis de faire un prompt en fonction de ce que vous avez envie de faire et moi je fais mon prompt en tant que juriste. Vous allez avoir deux résultats complètement différents. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un savoir-faire juridique. Et donc, moi, je sais cibler. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, c'est de savoir cibler, c'est de savoir manager. Alors, encore une fois, avec l'intelligence artificielle, ce que vous allez pouvoir avoir, c'est la facilitation de votre expertise initiale. C'est de même pour le marketing. Vous allez faire un prompt, voilà, j'ai envie de communiquer là-dessus, il va vous dire, voilà, vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez poster ça sur Facebook, voilà ce que je vous conseille de poster, et voilà, sur LinkedIn, voilà ce que vous allez poster, vous avez envie de faire de la pub, à recruter une agence de communication qui va vous faire ceci, cela. Appliquez ça, tel que vous le dit ChatGPT, et essayez de l'appliquer autrement en apportant votre plus-value, votre savoir-faire initial. Vous allez avoir deux résultats différents. Et le résultat qui sera le plus probant, c'est celui où vous serez vous-même l'initiateur, vous serez vous-même le décideur. Donc l'intelligence artificielle ne va pas décider à votre place, elle va vous donner des hypothèses, des possibilités, elle va vous aider dans la rédaction, elle va vous aider dans les calculs, mais la décision qui relève de l'être humain, ça c'est à vous de le faire. Et donc, détrompez-vous, toutes ces spécialités ne vont pas disparaître. C'est certains outils que l'on utilisait dans différentes expertises qui vont disparaître et qui vont être reprises par l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça reste ma vision. Je peux me tromper, mais je ne pense pas en tout cas. La discipline ou la spécialité de l'ingénierie des ordres, donc le prompt, est plus une nécessité qu'un accessoire. Point d'interrogation. Justement, l'intelligence artificielle, il faut déjà savoir formuler la problématique. La problématique, c'est à vous de la construire. Ce n'est pas à ChatGPT, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Vous pouvez vous pouvez avoir une idée en tête, poser à ChatGPT ou autre, Gemini, toutes sortes d'intelligence artificielle, poser la question et il vous répondra peut-être à côté, non pas parce que lui ne sait pas répondre, mais parce que vous n'avez pas formulé la bonne question. Donc au final, le parcours universitaire, quelle que soit votre spécialité, c'est de savoir avoir une méthodologie, savoir un raisonnement pour savoir poser les bonnes problématiques. Au final, celui qui va durer dans le temps, c'est celui qui saura formuler la problématique. Et ça, je pense que ceux qui utilisent l'intelligence artificielle quotidiennement le savent déjà. C'est qu'au final, quelle question poser, quelle est la problématique, et ensuite l'intelligence artificielle va vous aider. Alors, je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question, mais en tout cas, c'est ce que j'en ai compris, c'est ce que j'ai déduit. Une question de Salahdine, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, Habib, tellement il parle bien, il m'a donné envie de faire les études à l'ESA. Ah, c'est bien ça. Je vais demander à l'ESA de me recruter déjà, allez. Nejla, tu t'en occupes? Je transmets. Nous en avions parlé, le CDE aujourd'hui recrute au sein de ces équipes, donc des mentors, des intervenants. C'est déjà dans le pipe. Je t'en prie. Effectivement, Habib, j'avais pensé, puisque vous avez ce profil polyvalent, j'avais pensé de faire appel à vos services dans le cadre de nos formations CDE. Donc, puisqu'on a un module forme juridique et création d'entreprise, et aussi pour les porteurs de projets, donc ça donne un aspect polyvalent pour les porteurs de projets. Inch'Allah. Et aussi, juste un petit point par rapport à l'intelligence artificielle, je pense
Maintenant, on ne parle pas que l'intelligence artificielle va faire disparaître quelques métiers, mais plutôt de les transformer. Donc, il faut avoir cette logique en tête. Comment mon métier va être transformé en utilisant l'IA et non pas comment je vais me disparaître si l'IA va me remplacer, puisque l'IA ne va pas remplacer les gens, elle va juste transformer la manière comment ils vont travailler. Habib, votre parcours illustre très bien l'idée qu'un diplôme peut être un point de départ plutôt qu'une frontière. Et aujourd'hui, on encourage énormément les jeunes à multiplier les compétences. Comment construire cette polyvalence sans tomber dans le piège de devenir généraliste de tout et spécialiste de rien? Autrement dit, à quel moment faut-il approfondir son expertise initiale et à quel moment faut-il commencer à élargir son champ de compétences? Alors, très bonne question. Je pense que déjà, quand on fait une formation initiale, déjà, la première des choses à faire que je recommande aux étudiants, parce qu'en fait, on a déjà une... Alors, je vais aller très large dans la réponse. D'ailleurs, je suis en train d'écrire quelque chose dessus, peut-être que ça va sortir sous forme de livre un de ces jours, justement sur le choix universitaire. En fait, déjà, quand on choisit une spécialité, je pense aujourd'hui qu'il faut savoir poser des questions à ses aînés. Donc déjà, pour choisir une formation initiale, sur 2 critères essentiels. 1, ce que l'on aime faire, et 2, sur comment marche le marché du travail. Ça, c'est la première des choses pour choisir une formation initiale. Et quand on choisit cette formation initiale, il faut s'y donner corps et âme. Il faut, même s'il y a des difficultés, il faut aller en profondeur dans l'étude de cette formation initiale. Ça, c'est le premier conseil que j'ai à donner. Et je le vois aujourd'hui des étudiants dans différentes spécialités, dans différentes formations. Ils ne se donnent pas à fond dans leur formation initiale. Il faut savoir faire des recherches et il faut savoir aller taper à la porte des aînés pour comprendre ce que l'on est en train de faire durant sa formation. Il faut véritablement se concentrer sur sa formation initiale. Les accumulations des autres savoir-faire que l'on va apporter sont des savoir-faire qui doivent relever au départ de la curiosité. J'ai fait droit, ensuite j'ai fait marketing. À mon sens, ça ne servait à rien de courir 2 lièvres en même temps, de faire du droit et faire du marketing, me concentrer sur les 2, ce n'est pas évident. À ce moment-là, on devient véritablement, plus qu'un généraliste, c'est quelqu'un qui a de la culture générale et puis c'est tout. C'est véritablement se concentrer sur sa formation initiale et avoir de la curiosité autour de soi. Donc, dès lors qu'on a une moindre question, la moindre préoccupation, la moindre problématique, il faut savoir faire des recherches, tout en se focalisant sur sa formation initiale. Ensuite, une fois avoir fini sa formation initiale, j'estime qu'après avoir eu cette curiosité, vouloir se spécialiser. Donc déjà, on aura eu une formation initiale. Ensuite, on vient faire une accumulation de savoir-faire en apportant une autre formation pour avoir ce profil qui deviendra hybride finalement. Ou peut-être pas, ça peut être une formation très spécialisée. Donc, ça doit d'abord relever d'une curiosité et ensuite apporter ça à sa formation initiale. D'ailleurs, je le recommande aujourd'hui à faire à faire finalement du bench entre les formations quand on fait quelque chose. Je donne un exemple. Moi, par exemple, si vous allez me poser la question, qu'est-ce que tu as fait comme mémoire de fin d'études à la faculté de droit? Je vous dirais qu'en master, droit judiciaire, j'ai fait deux fois Shekliya ou le Mandouria, donc c'est les exceptions de procédure. On appelle ça en français les exceptions de procédure. C'est en fait, pour expliquer, en droit, on a la forme et le fond, et la forme prévaloit le fond. C'est-à-dire que si la forme n'est pas respectée, le juge ne verra pas ce qu'il y a dans le fond, dans votre demande judiciaire. Donc, je m'étais spécialisé dans ça. Ensuite, à l'ESA, ce que j'ai fait, c'est personal branding. Alors, les deux choses m'intéressaient. Mais si je devais revenir là-dessus, je fusionnerais plus mes deux formations. Après ça, c'est venu après. Je n'avais pas eu les bonnes personnes pour m'expliquer ça. Mais si je devais refaire tout ça, refaire ma formation, en mémoire de fin d'études, je fusionnerais plus mes deux formations.
Et c'est là où viendra la plus-value. Bon, après, je l'ai fait tout seul sur le tas quand au cours de mon activité professionnelle, en faisant des relations publiques, mais aussi en faisant de l'institutionnel et du juridique, donc aussi bien en contentieux qu'en conseil. Je l'ai fait. Mais en fait, si je devais redonner un conseil à une personne qui est en pleine formation universitaire, c'est avoir une formation initiale, deux, avoir de la curiosité, ensuite faire une surspécialité ou une spécialité qui n'existe pas, et à ce moment-là, fusionner les deux formations qui seront donc suivies. Donc voilà. Et la dernière question qui pose la vraie problématique, enfin en tout cas de fond. Alors, Zakaria pose comme question, alors, bonjour, je suis candidat pour intégrer l'ESA en L3, un accès direct, après avoir validé 2 années de droit. Qu'en pensez-vous? Excellent. Alors, déjà, il faut. Alors, je pourrais être très prudent en disant non, finis ta L3, ensuite intègre les uns. Mais après, tout dépend du projet professionnel que tu as par la suite. Si tu en as marre parce que ça peut arriver hein, dans différentes spécialités, toutes les spécialités confondues, en avoir marre de sa formation initiale et vouloir passer à autre chose, ok, soit fais-le, va directement à L3 ESA et continue dans ce que tu as envie de faire. Après, moi, ce que je te conseille, et c'est faisable, c'est de faire ta L3 à la fac de droit et de poursuivre ta L3 à l'ESA. C'est un petit peu ce que j'ai fait, moi. Hein. J'ai suivi, donc j'ai fait mon master à la faculté de droit et puis en même temps, j'ai fait donc ma formation à l'ESA. Et aujourd'hui, je continue à me former. Moi, je pense que c'est un atout que d'avoir une licence en droit. Dire j'ai été L2 à la fac de droit et j'ai ensuite fait l'ESA, en fait, tu vas effacer plus ou moins un petit peu ce que tu as fait à la fac de droit et aller véritablement te concentrer sur des études de gestion à l'ESA. En revanche, si tu as une L3 à l'ESA et que tu auras fait donc la suite à l'ESA, là, on parlera d'un double profil. Et ça, je pense que c'est très intéressant. Alors, la première relève du courage dans le sens où on laisse tomber ce qu'on a fait initialement. Et la deuxième relève aussi du courage parce que c'est beaucoup de travail. Donc, c'est à toi de voir. Après, moi, si c'était pour moi, je dirais, je te conseille de faire les deux puisque tu intègres l'ESA. C'est une occasion à ne pas rater. Encore en deuxième session. Il y a eu 2 D'accord. sessions. On est en cours de la 2e session, sélection. D'accord, d'accord. En fait, à ce moment-là, ce que je recommanderais, c'est de véritablement faire les deux. Alors, je sais, c'est difficile parce que moi, je connais bien la fac de droit. Vous avez donc les TD, vous avez certaines conférences. Après, c'est redoubler beaucoup d'efforts. C'est être très autodidacte pour la L3, pour la fac de droit après. Mais moi, je recommande de le faire en même temps. C'est ce que j'ai fait. Et ça a été très bénéfique. Et par contre, si tu as l'occasion de faire l'ESA, ne reviens pas sur cette décision parce que tu peux être accepté cette année, l'année prochaine ne pas être accepté. Donc, moi, je te recommande sauf s'il y a une formule qui pourrait être trouvée par l'administration d'ESA, ça, je peux pas vous le dire. Mais c'est véritablement de faire les deux, ne lâcher ni l'une ni l'autre, et c'est très bénéfique. Après, j'aimerais bien savoir quelle spécialité fait Zakaria et quel est son objectif professionnel. Je pourrais peut-être donner plus mon avis là-dessus. Après, je ne sais pas s'il est toujours là. Donc, voilà. Oui, en attendant qu'il écrive sa réponse, si tu permets, Nedjla, je voudrais faire des ajouts par rapport à la question de Zakaria. D'un point de vue pédagogique, moi, je l'encourage à candidater puisque nous avons déjà eu des candidats qui, justement, ont validé 2 années, qui est une condition dans telle ou telle autre spécialité, notamment en littérature française, par exemple, et ou voire avoir une licence et peut-être y accéder. Donc oui, moi je l'encourage. Après, ça reste une décision personnelle. Par exemple, lors des dernières journées portes ouvertes, j'ai eu justement 2 personnes, deux jeunes personnes qui m'ont demandé conseil. Il y en a un qui est à l'USTHB, qui fait une spécialité très technique, et une autre qui est en Turquie, je pense, et je leur avais conseillé d'aller au bout de leur formation, d'avoir une licence, ensuite candidater pour un master. Maintenant, si Zakaria décide de continuer le processus de candidature, c'est-à-dire de ne pas aller jusqu'au bout de sa 3e année en droit, ce que ça peut lui apporter,
c'est qu'en fait, cette troisième année L3 accès direct en management général, c'est une sorte de mise à niveau qui lui permettra par la suite d'aller directement en M1 sans avoir à passer par une période d'adaptation, par une phase d'adaptation. Par contre, ceux qui ont fait des spécialités qui ne sont pas en management, qui viennent candidater en master, ils sont obligés par passer par une phase de quelques semaines, je crois, jusqu'à, je ne sais pas, 3 ou 4 semaines, voire un petit peu plus, à l'ESA, avant de pouvoir commencer les cours, parce qu'il faut une sorte de, en fait, on appelle ça une mise à niveau. Voilà. Donc, soit directement, il candidate, il a accès à L3, et il aura cette mise à niveau pour pouvoir aller en master dans une des spécialités de l'ESA, soit il termine son cursus à l'université de droit. Après, il va candidater au master 1 dans une des spécialités qui l'intéresse, et là, il y aura un passage qu'on appelle mise à niveau. Voilà. Mais après, ça reste un choix purement personnel. C'est mon avis. Donc, Zakaria nous dit « Je souhaite une ouverture sur le monde de l'entreprise sans pour autant abandonner ma formation juridique. Je tiens à préciser que je n'ai fait que candidater, donc pour le moment, il est en cours d'acceptation, Inch'Allah. » Bah, je dirais qu'il a tapé à la bonne porte, Léza. C'est véritablement une ouverture sur le monde de l'entreprise et franchement, je le dis pas juste pour faire joli, pour faire beau. Hein. C'est véritablement une ouverture. Alors déjà, Zakaria, je dirais la première des choses que tu peux avoir à l'ESA. Donc, lors de la formation, tu auras des professeurs algériens, tu auras des professeurs étrangers. Donc, c'est une ouverture sur le monde. La deuxième des choses, c'est que tu vas avoir une vue d'ensemble sur le management avant de te spécialiser. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Ça va te permettre d'avoir de cumuler plusieurs savoir-faire dans différentes spécialités confondues avant de choisir ta spécialité. Troisième des choses, c'est que ce que tu n'as pas dans les universités de manière générale, bon, sauf exception, c'est que tu as des forums de stage. Tu auras la possibilité de voir des chefs d'entreprise qui vont venir à l'ESA, avec qui tu pourras discuter. Il y aura des conférences dans lesquelles tu pourras donc véritablement t'imprégner des différentes expériences. Ça, c'est très important. Autre chose, c'est que, alors je me rappelle à l'époque, on prenait tous le cartable de l'ESA, École supérieure algérienne des affaires, pour aller demander à passer un stage et ça faisait toujours bien de dire on est étudiant à l'ESA. Donc ça, c'est très important, c'est que quand tu viens de l'ESA, tu es beaucoup mieux reçu que si tu viens d'ailleurs, ça c'est très important. Ensuite, c'est un choix qui est très bien, c'est que le fait d'avoir fait droit, ça va te permettre aussi de voir autre chose, comme ce que j'ai vu, moi. Après, tu choisis la spécialité que tu veux à l'ESA. Juste un point important, puisque tu n'as pas envie d'abandonner ta formation juridique, donc je conseillerais effectivement de finir ta L3 en parallèle ou après, ça c'est à toi de voir. Par contre, il y a une chose qui est intéressante, et ça, c'est mon vécu. C'est bien de faire une L3 à l'ESA avant de poursuivre un master. Parce que tu peux effectivement finir ta L3, ensuite recandidater pour un master, mais c'est bien d'avoir L3 à l'ESA pour poursuivre un master. Parce qu'il y a une logique que tu vas suivre, tu vas t'imprégner, appréhender véritablement le monde des sciences de gestion, et ensuite, ça va te permettre de rentrer avec des connaissances très solides en master. Parce qu'en master, on n'est pas censé avoir fait, on n'est pas censé refaire ce qu'on a fait en licence. Et ça, moi, je l'ai compris une fois arrivé à l'ESA, j'ai dû redoubler d'efforts. Donc, tu feras moins d'efforts si tu fais ta L3 à l'ESA pour par la suite faire ton master. Donc ça, c'est mon conseil. Ça relève du vécu, c'est pas une science exacte. Déjà, ce que je te conseille de faire d'emblée, dès maintenant, c'est de beaucoup lire sur les sciences de gestion, de voir des conférences, des podcasts, de voir des mini-conférences, tout ça du monde de la gestion sur le web. Déjà, quand tu seras à l'ESA, Inch'Allah, je te le souhaite, tu auras déjà une vue d'ensemble pour avancer avec les autres qui ont refait déjà les sciences de gestion en licence avant. Voilà. Un parcours donc plus qu'atypique, vu que durant ton master, donc tu continuais aussi tes études en droit. Oui. Nous avons cette option. Nous avons aussi d'autres exemples d'alumni qui ont tenté l'expérience, qui n'ont pas forcément réussi les 2 diplômes et qui ont eu à refaire des rattrapages ou autres. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, effectivement, la lecture du CV est importante. Dans cette petite parenthèse, si on veut après
être dans l'employabilité, comme on dit, il faut impérativement que notre CV ait un parcours et puisse être lu par quiconque. Donc, la compétence, 2 années ne suffisent pas pour dire qu'effectivement on est spécialisé. Un peu plus donne cette légitimité dont tu parlais, Habib. Et j'ai entendu Nejma qui voulait rajouter quelque chose. Oui, et en fait, je voulais plus témoigner. Là, c'est l'enseignante qui parle. En fait, j'appuie en fait, le contenu d'une des diapos où Habib disait, ce n'est plus un changement de voie, c'est élargir son champ de compétences. Effectivement, nous avons de plus en plus de candidats et donc acceptés, donc d'étudiants qui viennent d'autres spécialités, qui ont développé, qui viennent avec une première compétence, notamment par exemple moi dans mes cours de marketing, j'ai de plus en plus de biologistes, d'ingénieurs en informatique, notamment cette année. J'ai eu par exemple des ingénieurs je sais pas comment on appelle la formation, en tout cas le diplôme, de l'USTHB en intelligence artificielle, en informatique. Et je vois la différence, par exemple, dans les projets, parce que je travaille en mode projet. Dans les projets, le choix des thématiques, le choix des projets, il va vers en fait, il mobilise cette première compétence. Par exemple, en cours d'initiation à la recherche avec les BF, j'ai eu cette année les finances banques. Il y a un groupe qui a travaillé sur l'intégration de l'IA dans la finance et la banque. Donc, lors des échanges, la vérification du choix du thème, la formulation de la problématique, etc. Je trouvais que c'était très, très intéressant parce que ces compétences qu'ils ont développées dans cette première formation ont permis de voir leur apport par rapport à d'autres étudiants qui ont fait une autre spécialité managériale à la base. J'ai aussi, par exemple, pour le choix des thèmes de mémoire, ceux qui ont fait biologie, ils vont d'eux-mêmes sur tout ce qui est pharmaceutique. Et donc, on peut choisir des thématiques qui combinent à la fois cette formation de base, parce qu'en fait, ils ont des compétences qui leur permettent de saisir très facilement. Et ensuite, on combine avec les nouvelles compétences en marketing. Et puis, ça leur donne en fait, ça améliore et augmente leur employabilité dans ces domaines-là parce qu'on préfère avoir cette double compétence plutôt que de quelqu'un qui est diplômé uniquement, par exemple, en marketing. D'autant plus que la réglementation algérienne exige une formation scientifique à la base. Et donc, dans ce type de milieu, il est préférable justement d'avoir cette double compétence. Et de plus en plus, nous avons des candidats lors des journées portes ouvertes, justement, qui viennent nous poser des questions comme Zakaria tout à l'heure, qui nous disent qu'est-ce que vous pensez si je fais telle autre chose. Alors, à travers une trentaine d'années, j'ai vu des personnes quitter, par exemple, l'USTHB comme un changement de voie ou d'essayer de sauver leur formation universitaire en allant vers des écoles de commerce ou des universités de gestion, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment un élargissement de leur champ de compétences. C'est des décisions très courageuses et je rejoins Habib lorsqu'il parle de courage. Avant tout, c'est une question de courage. C'est pour ça que je parle de décision personnelle, parce qu'il y a l'intervention des parents, d'environnement, de l'entourage qui ne comprend pas tout de suite. Puis il y a la peur de perdre 1 année, 2 années, alors que c'est un gain, c'est un investissement. Et alors, si tu perds 1 ou 2 ou 3 années, l'essentiel, c'est de faire un choix à long terme qui correspond à tes aspirations, à tes aptitudes, etc. Donc, nous avons de plus en plus de candidats qui, justement, font ce saut ou ce changement ou cet élargissement de compétences. Et je fais la comparaison avec les candidats qu'on a qui postulent au MBA et MBA, qui ont passé 5, 10 à 15 ans en entreprise avec leur ingénierat et qui se sont rendus compte que pour accéder à des postes de responsabilité, pour se sentir compétent, ils avaient besoin d'avoir une formation en management. Et donc, on a de plus en plus de jeunes qui font ce saut-là beaucoup plus tôt dans leur cursus par rapport à ceux qui ont mis plusieurs années pour s'en rendre compte. Et dernier point, je voudrais, ça c'est un peu
la prof que je suis, pour dire que le diplôme est un investissement. Et puis, on parle toujours de c'est théorique, c'est théorique. En fait, c'est une idée qu'on traîne depuis plusieurs décennies parce que, en tout cas à mon époque, on avait des cours qui parlaient de concepts, de quelques théories, sans nous montrer comment les mettre en pratique. L'enseignement, la formation, notamment dans les business schools, a totalement changé. Aujourd'hui, lorsqu'on vous présente un concept, des notions, des méthodes, des stratégies, on vous présente des définitions pratiques qui ont été, développées avec des outils de mesure pour pouvoir les mettre en pratique. Et puis, ceux qui sont allés très, très loin dans leur formation, ils viennent vous dire que telle ou telle autre pratique managériale a été vérifiée et testée. Elle fonctionne dans tel contexte, à telle condition, dans telle condition, et pas dans tel contexte et pas dans telle condition. Donc, ce n'est pas juste de la théorie. Au contraire, une formation supérieure, ça vous fait gagner des années d'expérience. On ne pourra jamais vous donner l'expérience qu'il faut. Il faut faire du terrain pour avoir l'expérience qu'il faut avec le temps, mais on essaye de vous rendre aussi opérationnel que possible, avoir une longueur d'avance. Et au lieu de faire 10 ans pour apprendre une façon de faire efficace, vous l'avez en très peu d'années. Voilà. Et je vous remercie, Habib, pour votre intervention dans laquelle j'ai retrouvé toutes mes années d'expérience, tout un vécu. Et dernier mot que je vais vous donner, encore une fois, il faut du courage. Point barre. Merci beaucoup, Nejma. Ça aurait été bien de vous avoir comme prof à l'époque, dommage. Alors, Nejma Bernoussi est donc notre responsable alumni et elle est aussi donc enseignante-chercheur au sein de l'ESA sur les thématiques, notamment le marketing. Donc, belle légitimité à nous parler de tout ça. Merci. Habib, un dernier mot? Un dernier mot, encore une fois, ce que vient de dire Madame Bernoussi Nejma, il faut avoir du courage. Si vous voulez être demain des managers, il faut savoir voir autre chose et il faut savoir avoir de la curiosité. Et voilà, donc, et encore une fois, bon, puisque je suis de l'ESA, le meilleur choix c'est de l'ESA, c'est l'ESA. Et donc, n'hésitez pas à avoir encore une fois ce courage de passer à autre chose et de faire donc une formation plus transversale pour être unique dans le monde du marché. Voilà. Merci beaucoup, Habib, pour la générosité de ce partage, la clarté des explications et tous les enseignements tirés de ce parcours atypique. Merci à toi, Najla, parce que ce que tu fais, c'est... Alors, ça peut te sembler insignifiant, mais ce que tu fais, c'est très important, aussi bien pour l'ESA que pour les étudiants qui sont à l'ESA ou qui viendront demain. Parce qu'en fait, ça va rester. Ça va rester et ça va beaucoup aider. Et ça aurait été bien qu'à l'époque, déjà, on ait ce genre de travail. Et donc, ce que tu fais restera dans l'histoire de l'ESA et donc pour les étudiants, qui servira pour les étudiants. Voilà, merci à toi. Merci beaucoup, Habib. C'est toute l'idée qu'on se fait en fait du parcours de l'ESA. On a envie aussi de tirer des enseignements à travers des beaux témoignages. Donc effectivement, sur cette rencontre, on comprend bien que le diplôme ne crée pas de frontières, mais c'est un socle avec lequel on peut continuer justement à construire. Merci également à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire, à la qualité des questions et des échanges. Au nom des alumni, nous sommes très heureux de pouvoir créer ces moments de transmission entre les membres de la communauté. Donc, merci encore, Habib, et à très bientôt pour un nouveau webinaire. La semaine prochaine, ça sera autour justement de l'employabilité. Nous parlerons de l'IA et des carrières, de la construction des carrières. Excellente journée à tous et donc à la semaine prochaine. Merci, au revoir, à bientôt.